Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres de cette édition. Les questions d'actualité au gouvernement, c'est à suivre en direct dans un quart d'heure sur notre antenne. Parmi les thèmes, le recul du chômage, la situation dans les hôpitaux ou encore la polémique sur le nombre de SDF. Le rapport Spinetta s'attaque au tabou du statut des cheminots. L'ancien PDG d'Air France a remis ses propositions sur la SNCF au gouvernement. Il préconise des mesures drastiques pour sortir l'entreprise de l'endettement. Les réactions sont à suivre. Le Sénat lance la concertation sur le statut de l'élu. Comment répondre à la crise des vocations? Quelle formation? Alors que la technicité des dossiers augmente et que l'exercice des mandats se fait de plus en plus à plein temps. On en parle dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Tam Tranui en direct du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. C'est un rapport explosif que l'ancien PDG d'Air France, Jean-Cyril Spinetta, a remis aujourd'hui sur la SNCF. Au sommaire, des propositions pour sauver un système ferroviaire en faillite, sans tabou, notamment sur les sujets ultra sensibles du statut des cheminots, de la dette ou encore de l'ouverture à la concurrence. Flora Sauvage. Un diagnostic sans concession. Dans son rapport, remis aujourd'hui au Premier ministre, Jean-Cyril Spinetta, l'ancien PDG d'Air France, aborde l'avenir du ferroviaire en France et la fin du statut des cheminots. Ouverture à la concurrence, modèle économique, autant de dossiers qui pourraient mettre le feu aux poudres. L'objectif, limiter les pertes de la SNCF dont la dette pèse plus de 50 milliards d'euros. Long de 127 pages, le rapport Spinetta part du principe que 90% des voyageurs circulent sur seulement 30% du réseau. De nombreuses liaisons pourraient être ainsi remplacées par des bus. Parmi les 43 propositions du rapport, plusieurs sujets sont sur la table. D'abord, la rénovation du réseau. L'État serait prêt à aider, peut-être en compensation d'une réforme du régime de retraite des cheminots. Ensuite, la transformation de la SNCF Mobilité en société anonyme. Et enfin, le statut des cheminots qui sera supprimé pour les nouveaux embauchés. Le rapport préconise aussi que la SNCF devrait pouvoir pendant 2 ans recourir à un plan de départ volontaire. Sur tous ces sujets, les syndicats de cheminots sont très mobilisés. Le gouvernement va ouvrir dès la semaine prochaine une première phase de concertation avec les syndicats et la direction. Et on retrouve tout de suite Tam Tranui en direct de la salle des conférences pour une première réaction à ce rapport. Vous êtes aux côtés de la sénatrice LR du Bas-Rhin, Fabienne Keller. Oui, Fabienne Keller, donc a priori le rapport Spinetta n'y va pas de main morte. Déjà sur la philosophie générale, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que la SNCF doit subir une transformation radicale afin de survivre? Alors ce rapport est riche parce qu'il présente les principaux défis et propose des pistes de solutions. Mais il y en a certaines avec lesquelles je ne suis pas d'accord, comme par exemple fermer toutes les petites lignes comme un principe. Le transport ferroviaire doit irriguer l'ensemble du territoire. Le rapport dit qu'il paraît impensable de consacrer 2 milliards d'euros à 2% des voyageurs. L'approche ne peut pas être que budgétaire. On sent bien qu'on peut peut-être pas tout garder, mais il faut réfléchir aux pôles qu'on veut continuer à desservir parce qu'on souhaite porter leur développement. Et le transport, c'est un élément de développement. Le transport ne doit pas aller seulement là où il y a des besoins, il doit aussi être un moteur de l'aménagement du territoire. On peut craindre que certains territoires soient donc de plus en plus enclavés. Absolument. Et puis après le rapport Duron, le rapport Spinetta vient remettre une pièce sur cette idée. Oui, donc c'est très inquiétant pour nous, sénateurs, soucieux d'une vision équilibrée des territoires et un transport ferroviaire, comme nous le faisons en Alsace, bien structuré autour de pôles de villes moyennes, peut trouver sa pertinence et développer le nombre de voyageurs. Autre sujet central dans le rapport Spinetta, eh bien l'extinction du statut de cheminot. Les prochains arrivés n'auraient pas droit à ce statut. Est-ce que pour vous, eh bien, ce statut de cheminot a-t-il vécu? Alors sur ce sujet, il faut se comparer à nos voisins européens qui, pour la plupart, ont changé les règles parce que voilà, le train s'est modernisé, les conditions de travail ne sont pas tout à fait les mêmes et il est important de maîtriser les coûts de manière à développer l'emploi. Qu'est-ce qui n'est pas tenable dans le statut de cheminot pour vous aujourd'hui? Il y a des règles, par exemple, d'âge de départ à la retraite qui sont liées à la pénibilité mais qui étaient historiques, qui n'est pas celle d'aujourd'hui, même si c'est des boulots 24-24 qui sont parfois difficiles, on l'a vu dans les conditions climatiques récentes. Donc je crois qu'il est important de rappeler notre respect envers ce métier. Le ferroviaire, c'est un vrai savoir-faire, mais une exigence d'être plus efficace pour pouvoir développer ce mode de transport qui est écolo. Souvenons-nous de l'essentiel. L'objectif, c'est qu'on se serve plus des transports publics pour qu'on émette moins,
de poussière et de gaz à effet de serre. Fabienne Keller, je voudrais aussi que l'on parle d'un autre sujet, puisque ce matin, vous avez également auditionné Henri Poupart-Lafarge dans le cadre de la mission d'information sur Alstom et la stratégie industrielle de la France. Je vous propose d'abord d'écouter un petit extrait de cette audition et puis on s'en reparle juste après. Est-ce que le fait que Siemens soit un groupe allemand va les conduire à prendre des décisions biaisées sur l'outil industriel? C'est un peu ça le débat. Et ma réponse à ça, c'est de dire, je ne le pense pas, parce que, et on va revenir, mais l'outil industriel est quand même largement... Les gens sont beaucoup plus rationnels qu'on ne le croit, donc l'outil industriel est largement tiré par la compétence, la qualité des personnes, la compétitivité et le marché local, qui est très important dans nos métiers. Nous, on a racheté Fiat Ferrovia il y a une dizaine d'années. Savigliano, qui est le site italien, il s'en porte très bien. On a racheté un site en Espagne, il s'en porte très bien. On vient donc d'entendre Henri Poupart-Lafarge. Est-ce que vous êtes sorti rassuré de cette audition, Fabienne Keller, sur les termes de la fusion entre Siemens et Alstom? Alors on reste vigilant. Avec mes collègues, nous sommes soucieux des sites présents en France et aussi du leadership, de la philosophie de ce groupe Siemens Transport et Alstom. C'est vrai que nous serons à terme minoritaires en termes d'actionnariat, d'où ces Siemens questions. majoritaire représentera-t-il avant tout les avantages de l'Allemagne? Mon sentiment, et M. Poupart-Lafarge l'a bien exprimé, c'est que le défi il est largement devant nous. C'est le croisement des deux cultures. Il a rappelé quand même que les marchés, notamment à l'export, étaient très complémentaires, qu'il y avait peu de recoupements. Donc je pense qu'il faut avoir un regard optimiste. C'est une très belle industrie, le ferroviaire en Europe. Nous avons de vrais savoir-faire. Il faut l'apporter et l'épauler, mais tout en agissant de manière vigilante. C'est ce que nous avons fait ce matin, en auditionnant une nouvelle fois le PDG d'Alstom. Merci beaucoup Fabienne Keller d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette réaction. Le 23 novembre, devant le Congrès des maires, Emmanuel Macron annonçait sa volonté de réformer le statut des élus. Au Sénat, un groupe de travail a été formé sur ce sujet. Les auditions ont débuté aujourd'hui et les enjeux sont nombreux. Crise des vocations, exercice du mandat à plein temps et technicité des élus. Stéphane Amalian. Parlementaires et collectivités ont mis de côté les dossiers épineux comme la taxe d'habitation ou la dotation globale de fonctionnement. Il était question aujourd'hui des conditions d'exercice du mandat local. Retraite, indemnisation, statut juridique, les élus locaux ont été consultés par questionnaire. On a un taux de réponse extrêmement important, 17 000 réponses, 7 000 réponses complètes, parce que c'est un questionnaire à rallonge qu'on a fait où il y a absolument tout et qui donne quand même des indications sur les points de sensibilité sur lesquels on attend de notre part des propositions. Et les points problématiques ne manquent pas. Beaucoup d'élus doivent concilier vie privée, professionnelle et mandat local. Une situation que l'on retrouve surtout dans les petites collectivités à moyens réduits. Les conditions de défraiement. Effectivement, quand vous habitez la province, que vous avez des réunions dans des grandes villes, à avoir une capacité de remboursement qui soit à hauteur du coût. Le nouvel élu, dans une compétence donnée ou qu'il soit élu de base, doit avoir la capacité à se former à son nouveau mandat. Plus de formation et de lisibilité pour les élus locaux. Le Sénat et le gouvernement, représentés par Jacqueline Gouraud, ont pris note de ces sollicitations. C'est une très bonne idée, bien sûr, que le Sénat a fait de consulter et de faire cette table ronde pour voir s'il y a des adaptations nécessaires, parce qu'il existe déjà beaucoup de choses. On a constaté d'ailleurs qu'une pédagogie était nécessaire pour expliquer déjà tout ce qui existait. Prochaine étape, la conférence des territoires du mois de juin, où des propositions pourraient être faites pour optimiser le statut de l'élu local. L'UDI au chevet des collectivités, le parti centriste organise aujourd'hui au Sénat sa propre conférence des territoires. Objectif, ne pas laisser tomber les territoires et les banlieues à l'abandon. Jordan Klein. Sénateurs, députés, maires, conseillers, mais aussi Jean-Louis Borloo. L'ancien ministre qui travaille actuellement sur une mission confiée par le président sur les quartiers populaires est venu passer son message. Sauver les banlieues, laisser à l'abandon. Et pour ce faire, autour de lui, les élus répondent bien présents.
Il est plus qu'urgent de relancer la mécanique et de se mettre en ordre de marche, parce que derrière, il y a des sujets profondément humains, car on le sait, ça a été dit, il y a les murs, il y a l'investissement, mais il y a aussi nos populations, il y a l'éducation, il y a l'insertion, il y a la formation, la lutte aussi contre les phénomènes de radicalisation. D'abord, le débat que nous ouvrons aujourd'hui avec les élus du centre et de la droite progressiste, il sert à faire remonter un certain nombre d'aspirations, de demandes locales, pour savoir comment mieux s'organiser, être plus efficace économiquement et mieux servir les citoyens. Mais cette conférence UDI des territoires est aussi l'occasion de repenser certaines politiques de la ville. La finalité est ensuite claire, faire certaines propositions sur des sujets bien précis, éducation, urbanisation ou encore écologie. La question des énergies renouvelables, la question de l'isolation des bâtiments publics et des logements, la question de la lutte contre les catastrophes naturelles. Nous, on a été victimes 2 fois de suite, là, en 2 années de suite, d'inondations majeures. Et donc, il faut voir de quelle manière on peut faire des propositions à l'État pour nous donner des moyens de mieux réagir à tous ces enjeux-là. Après environ 4 heures de table ronde, le serpent de mer de cette conférence était bien évidemment la baisse des dotations aux collectivités. Baisse qui touche principalement les politiques menées par les territoires. Et on retourne à la salle des conférences pour une réaction d'Hervé Marseille. C'est le président du groupe centriste ici au Sénat, sénateur des Hauts-de-Seine. Il est à votre micro, Tam Tranui. Oui, Hervé Marseille. Les tables rondes organisées ce matin ont été notamment l'occasion d'entendre Jean-Louis Borloo sur la question de la politique de la ville. Un sujet sur lequel il est chargé d'une mission d'ailleurs pour le gouvernement. Qu'est-il ressorti de cette table ronde ? Écoutez, il n'est pas anormal en cette année où beaucoup de réformes vont être engagées qui concernent les territoires, que ce soit les métropoles, que ce soit la fiscalité, que ce soit les territoires ruraux, que nous nous réunissions et que ensemble nous réfléchissions pour apporter des contributions et que nous apportions notre pierre. Je crois qu'il est important, il y a eu la conférence des territoires ici au Sénat, il y a eu le congrès... Ce n'est pas une contre-conférence des territoires, c'est une action complémentaire, disons. Les partis, les groupes parlementaires ont leur réflexion autonome et elles contribuent à la réflexion générale. C'est ce que nous avons souhaité faire ce matin. Et sur le sujet donc de la politique de la ville en particulier, qu'en est-il ressorti ? Jean-Louis Borloo a fait une analyse et un constat comme il sait le faire sur ces sujets difficiles. Il est chargé d'une mission par le gouvernement. Il va revenir d'ailleurs au Sénat, je vous le dis, pour informer ses collègues du Sénat de ses avancées. Il le fera ici avant tout. Pour l'instant, c'est une simple analyse. Il réserve ses conclusions à plus tard. La question des territoires va être au cœur de la révision constitutionnelle. On sait que le Sénat, à travers la voix de Gérard Larcher, sera très conscient de la place que doivent avoir les territoires ruraux dans cette révision constitutionnelle. Vous partagez ces inquiétudes ? Oui, c'est préoccupant. Il va y avoir moins de parlementaires, donc il va y avoir pas mal de départements où il n'y aura qu'un seul sénateur, un seul député. Du point de vue de la proximité, du point de vue du fonctionnement de la démocratie, c'est une préoccupation. Et puis, il va falloir... dans le cadre de cette réforme, à l'article 72 en particulier, conforter la fiscalité, les finances des collectivités. C'est le rôle du Sénat que de protéger les territoires. On va essayer d'apporter notre solution. C'est là encore un grand sujet d'inquiétude qui a été partagé ce matin. Je voulais avoir pour conclure votre commentaire sur le rapport Spinetta qui met les petites lignes de la SNCF sur la sellette. Cela concerne aussi les territoires. On peut craindre que certains territoires ruraux soient encore plus enclavés. C'est vrai, c'est inquiétant. On sait très bien qu'il y a des problèmes de financement. On sait qu'il va falloir faire des choix. L'un des nôtres, Hervé Maurey, va présenter une proposition de loi courant avril. Elle servira de socle à ce débat et nous allons pouvoir défendre là encore les territoires. Merci beaucoup Hervé Marseille d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Merci à vous Tam pour ces réactions en direct. On retrouve à présent Saveria Rojek depuis la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat. Bonjour Saveria, je le disais, la séance de questions d'actualité au gouvernement va débuter dans quelques instants. Quels sont les thèmes abordés cet après-midi ? Absolument Delphine. Alors tout d'abord la question est bien des sans-abri alors que la capitale était touchée hier par des températures glaciales. Denis Saint-Pé pour
Le groupe centriste va interpeller Jacques Mézard sur cette question, leur prise en charge en temps de grand froid. Et puis autre question, le nombre de sans-abri. Je rappelle qu'une vingtaine de personnes sont mortes en Ile-de-France depuis le 1er janvier. Autre question, la situation dans les hôpitaux, avec une question du communiste Dominique Vatrin, alors que le gouvernement a dévoilé cette semaine, bien sûr, sa grande réforme du secteur hospitalier. La santé, toujours, et une autre question également, toujours pour la ministre de la Santé Agnès Buzyn, sur les déserts médicaux, une question du socialiste Jean-Luc Fichet. Le taux de chômage, un tout autre sujet, le taux de chômage, avec une question de François Patria, le taux de chômage qui, avec 8,7%, a atteint au dernier trimestre de l'année dernière son plus bas niveau depuis 2009. Et puis enfin, l'évolution de la carte scolaire, avec une question du centriste Pierre Louot, mais aussi une question sur la fermeture des classes dans les écoles rurales. Des questions pour Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, un ministre décidément en première ligne ces derniers jours, Delphine. Merci à vous, Saveria. Effectivement, la séance de questions d'actualité qui ne devrait pas tarder à débuter. La séance qui sera suivie par la lecture des conclusions de la CMP sur l'accès à l'université. Vous le savez, députés et sénateurs ont trouvé un consensus sur l'accès à l'université avec la mise en place de cette nouvelle plateforme Parcoursup qui remplace l'ancien système APB qui était particulièrement décrié. Il y aura donc un ultime vote après la séance de questions d'actualité. On le voit, tous les ministres sont rentrés dans l'hémicycle. On attend encore les retardataires. Je rappelle l'ordre du jour de cette séance. Saveria Rojek nous le disait à l'instant. Il y aura la fermeture des classes dans les écoles rurales. C'est une question de la sénatrice de Seine-et-Marne, Anne Chain-Larché. Une question sur l'évolution de la carte scolaire, alors qu'on voit Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui fait son entrée dans l'hémicycle. Là aussi, il y a eu un accord trouvé entre députés et sénateurs sur la réforme du Code du travail par ordonnance. Le feu vert du Parlement a été donné hier pour ce chantier majeur du quinquennat. Dans les autres questions, il faudra s'attendre aussi, et ça a été rappelé par Saveria Rojek, à une question sur les chiffres du chômage qui sont bons pour le gouvernement. Ils sont en dessous des 9%. Alors, à qui la maternité de ces bons chiffres? Faut-il mettre ça sur le compte de l'ancien gouvernement, de l'ancien quinquennat? On verra quelle réponse sera faite dans l'hémicycle. Je vous le disais, il y aura également donc cette lecture des conclusions de la CMP sur Parcoursup. Ce sera après 16h, à l'issue de la séance de questions d'actualité. Saveria Rojek, quels sont les points forts de ce texte, justement? Mais vous le disiez, Delphine, députés et sénateurs ont donc trouvé un accord sur ce texte sur l'accès à l'université, un texte qui instaure bien sûr le nouveau système Parcoursup. Il y avait urgence puisque l'exécutif a déjà pris le décret avant le vote, avant l'adoption de la loi. La plateforme est en effet ouverte, on le sait, depuis le 22 janvier. Alors au Sénat, on a salué un projet de loi courageux, les sénateurs qui ont notamment amendé le texte pour que les universités puissent ajuster les capacités d'accueil en fonction de leur taux de réussite et d'insertion professionnelle. C'est un point sur lequel ils sont tombés d'accord avec les députés, les sénateurs qui ont en revanche abandonné un amendement autorisant les universités à augmenter les droits d'inscription pour les étudiants étrangers. Voilà la séance de questions d'actualité qui va débuter tout juste derrière moi. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, notre ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Elles sont retransmises en direct sur France 3 et Public Sénat sur notre site. Chacun sera attentif au respect des uns des autres et au temps de parole. Et nous commençons par notre collègue Alain Fouché pour le groupe Les Indépendants. Pour 2 minutes, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, mes chers collègues, ma question porte sur la protection des propriétaires et locataires contre les professionnels du squat. La presse se fait régulièrement écho de propriétaires et locataires qui, après s'être absentés de leur domicile principal pour les vacances ou un simple week-end, le retrouvent occupé par des squatteurs. Ces professionnels du squat investissent les lieux, changent les serrures et apposent leur nom sur la boîte aux lettres. Il ne s'agit pas de locataires qui ne paient pas leur loyer, mais d'individus qui commettent un délit pénal réprimé par l'article 226-4 du Code pénal, passible d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Si la loi Dallot de 2007 a créé un droit au logement garanti par l'État,
elle a en contrepartie créé une procédure administrative d'évacuation forcée en cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte. Cette procédure permet à une personne à tout moment de faire évacuer de son domicile principal les squatters sans intervention du juge ni application du délai de flagrance de 48 heures. Dans les faits, cette procédure ne reçoit que peu, voire aucune exécution. Aussi, Monsieur le ministre d'État, je souhaiterais savoir quelles sont les mesures que le gouvernement compte prendre pour garantir l'effectivité des droits des propriétaires et des locataires. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le ministre, pour 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, je vous remercie de votre question parce que ça va me permettre de rappeler très clairement, effectivement, quel est le droit aujourd'hui, qui plus est dans un contexte où ces dernières heures, ces derniers jours, nous avons pu lire ici ou là des informations qui étaient fausses. Votre question, Monsieur le Sénateur, porte sur la protection du domicile dit principal, le lieu d'habitation. Contrairement à ce que nous avons pu lire, la loi, la sécurité juridique aujourd'hui est forte vis-à-vis de ces squatteurs qui peuvent venir occuper votre domiciliation principale. Quelles sont ces sécurités? Il y a d'abord la loi Dallot que vous avez mentionnée, cette loi de 2007, qui permet effectivement une procédure administrative par le truchement du préfet. Le préfet qui, à ce moment-là, peut saisir soit les juridictions, soit la police compétente. Mais surtout, à partir de 2015, à partir de la loi du 24 juin 2015, il a été reconnu que l'infraction portait non seulement sur l'entrée dans les lieux, mais également sur l'occupation illicite de ces lieux, c'est-à-dire du domicile principal de l'occupant. Et cette loi de juin 2015 permet désormais à la police d'intervenir au titre de la flagrance pour déloger les squatteurs qui se trouvent dans ces lieux. Et ce qui est important de préciser, c'est que ce fameux délai de 48 heures ne s'applique aucunement au regard de cette loi. Et donc vous avez raison, Monsieur le Sénateur, il y a aujourd'hui également un problème de communication vis-à-vis des procédures, vis-à-vis du droit existant. Si demain, quelconque aperçoit des squatteurs venir prendre pied dans votre résidence principale, il faut prévenir la police. La police, depuis juin 2015, a la nécessité d'intervenir au titre de la flagrance. Et le fait de communiquer dessus permettra à chacun de rappeler les responsabilités qui sont les leurs. Je vous remercie. Monsieur Fouché. J'ai déposé une proposition de loi co-signée par de nombreux collègues que je remercie, qui tend à supprimer le bénéfice de la trêve hivernale lorsque les squatteurs occupent le domicile principal. Dans les faits, les personnes s'adressent aux services de police qui souvent refusent d'intervenir, donc il est bon de faire passer une circulaire. Le locataire ou le propriétaire est alors obligé de prendre un avocat et de saisir le juge pour qu'il ordonne l'expulsion du squatter, voire la suppression de la trêve hivernale. Cette procédure dure des mois. Donc je compte sur vous, Monsieur le ministre, pour soutenir la proposition de loi quand elle sera déposée. Merci. La parole est à notre collègue Anne Chain-Larché pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, aujourd'hui, le monde rural rime trop souvent avec abandon, enclavement, déserts médicaux, zones blanches numériques, fermeture de commerces, disparition de services publics. Nous apprenons que pour la rentrée prochaine, c'est au tour des écoles rurales d'être sacrifiées. Décision couperet, sans aucune concertation avec les élus locaux, alors que ceux-ci entreprennent de construire des écoles qui sont le cœur battant de nos communes. Le dédoublement des classes de CP dans les REP et de CE1 dans les REP+, est une bonne chose, mais pas au détriment des classes du monde rural. Personne n'est dupe, Monsieur le ministre, et les territoires ruraux en ont assez d'être dépouillés au profit de vos politiques publiques. C'est un aveu de mépris de plus, là où la scolarisation des enfants mérite autant de moyens que partout ailleurs.
de toute la France, les nouvelles de menaces de fermeture de classes en milieu rural se répandent. Des exemples, 84 dans le Pas-de-Calais, 51 dans l'Oise, 46 en Meurthe-et-Moselle, 27 en Moselle, 66 dans les Vosges, 15 en Corrèze, 45 en Eure-et-Loir, 121 en Seine-et-Marne, mon département, dont parfois plusieurs dans une même commune comme à Souppes-sur-Loing. Alors que peu d'ouvertures sont annoncées, pourquoi votre gouvernement accorde-t-il tant d'attention aux uns et si peu aux autres? Comment expliquez-vous cela, Monsieur le Ministre? Les petits écoliers des champs ne seraient-ils pas égaux en droit à ceux des villes? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Madame la sénatrice Chain-Larché, merci pour votre question qui me permet de préciser ce sujet d'équilibre entre l'urbain et le rural. Mais je voudrais d'abord et avant tout dire à quel point il n'y a pas en ce moment de sacrifice du rural au profit de l'urbain. Ça n'est pas exact. Je vais le dire avec des chiffres. Il y a plus de 30 000 élèves en moins l'année prochaine dans les écoles primaires de France. Nous créons 3 800 postes dans chaque département rural de France. Et je m'engage en le disant, il y aura plus de professeurs par élève à la rentrée prochaine. Ce n'est pas tout à fait honnête de citer les fermetures de classes dans chacun des départements comme vous l'avez fait, en ne mentionnant pas les ouvertures, dans les mêmes départements. Je prends votre département, Madame la sénatrice, la Seine-et-Marne, que je connais bien et que vous avez cité. Il y a 240 élèves en moins à la rentrée prochaine, il y a 40 professeurs supplémentaires dans votre département. Et il y a, dans votre département, 30 dédoublements à la rentrée dernière, 70 à la rentrée prochaine. Donc la Seine-et-Marne bénéficie de cette mesure, comme beaucoup de départements, y compris parfois en milieu rural. Et votre département, non seulement n'aura pas un taux dégradé, mais aura un taux augmenté. Alors je vois bien qu'on essaye d'installer une petite musique pour essayer un petit peu de dénigrer la mesure de dédoublement. Mais le gouvernement s'est donné les moyens de faire et l'un et l'autre, c'est-à-dire le dédoublement en zone urbaine, mais aussi parfois en zone rurale, et une politique rurale volontariste à laquelle je vous invite à vous associer. Donc nous n'avons pas à avoir des analyses fausses, nous avons à avoir des analyses conjointes et ensuite faire en effet renaître le rural grâce à l'école. J'y suis engagé par une politique d'attractivité des territoires ruraux, notamment par les contrats de département auxquels je travaille d'ailleurs avec Jacques Mézard pour que justement nous ayons une renaissance du rural. Merci à vous. Merci. Madame Anne Chain-Larché. Nous savons que la réussite de nos jeunes se joue dès la maternelle et l'école élémentaire. L'État doit mettre toutes les chances du côté de tous ces écoliers sans discrimination. Lors de la conférence des territoires du 17 juillet dernier, le président de la République a affirmé pompeusement que les territoires ruraux ne peuvent plus être la variable d'ajustement et qu'il n'y aura plus aucune fermeture des classes dans les écoles rurales. Bon sang, Monsieur le Ministre, comment pouvez-vous répondre de la sorte ? Vous qui avez été un recteur d'académie apprécié des élus que j'étais et qui connaissez les difficultés du monde rural. Écoutez bien, Monsieur le Ministre, la colère qui gronde et qui monte de ces territoires, qui se battent pour leur survie, et faites en sorte que le président cesse de tenir son double langage et honore ses engagements. La parole est à notre collègue Pierre Louault pour le groupe Union centriste. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, c'est le même sujet, mais c'est un sujet d'importance pour les territoires ruraux. Je crois que ça n'est pas assez dit. On est sur une période où 75% de notre territoire est en cours d'abandon par l'État, par les services publics, et je crois que les fermetures d'écoles est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On parle d'aider les zones d'éducation prioritaire. Est-ce que des territoires ruraux où un enseignant a 3, 4, 5 niveaux différents dans une même classe, est-il logique d'appliquer les mêmes normes de 25 ? Voilà, pour fermer une classe, ce sont des normes de 25 à la ville comme à la campagne.
Je pense qu'il faut réduire cette norme pour les territoires ruraux et la ramener à 20. 20 permettrait effectivement de prendre en compte cette difficulté des enseignants ruraux. Il y a un deuxième point que je tiens à souligner, c'est la longueur des déplacements. J'ai bien compris qu'il fallait être volontaire pour réorganiser les classes sur les territoires ruraux, mais on a créé des regroupements scolaires. 3 ans après, on ferme une classe. Quand on ferme une classe, on ferme une école, parce qu'il y avait 2 classes dans une école. Et à nouveau, on repart à saute-mouton vers de nouvelles réformes. Je crois véritablement, Monsieur le Ministre, qu'il faut prendre conscience de cette difficulté des territoires ruraux. Je demande également au Premier ministre de prendre en compte toutes les problématiques. On le voit bien, les manifestations pour les problèmes de zonage européen. On fait ça, vu de Paris, avec des normes qui échappent véritablement au territoire. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Vous avez la parole. Bien, monsieur le sénateur, je me permets d'aller vite puisque c'est la même question que tout à l'heure et donc elle me permet de prolonger le propos. Mais je commencerai par là où j'ai fini tout à l'heure, c'est-à-dire je vais parler de votre département. Parce que comme ça, chacun verra que pour chaque département, je peux en effet dire la même chose. C'est-à-dire que le taux d'encadrement s'améliore. En ce qui vous concerne, c'est l'Indre-et-Loire. Dans le premier degré, il y a 104 élèves en moins l'année prochaine. Pour autant, il y a 12 postes qui sont fléchés pour les dédoublements en REP, 12 postes qui sont fléchés pour le remplacement et 16 postes qui sont fléchés pour soutenir les écoles rurales. Concrètement, il y a 6 postes supplémentaires alors qu'il y a moins d'élèves. Il y a donc, vous le voyez, une réalité. Cette réalité, elle sera vraie pour chaque département et je suis disponible pour tous les représentants de chaque département rural de France pour en parler concrètement. Je crois que nous avons un point d'accord et un point de désaccord. Le point d'accord, il est évidemment celui de la nécessité de la renaissance du monde rural. Et vous me trouverez toujours à vos côtés pour cela et nous y travaillons en ce moment. Nous y travaillons donc au travers des contrats ruraux de département. J'y faisais référence tout à l'heure avec Jacques Mézard. C'est un point très important puisqu'en ce moment même, nous invitons les départements qui n'en ont pas à les signer. À chaque fois que nous les signons, c'est 5 postes supplémentaires que nous donnons pour la renaissance du rural. Nous devons avoir des stratégies partagées pour sauver les écoles et même mieux, pour les rendre plus attractives. Vous avez parlé des classes multiniveaux. Les classes multiniveaux, c'est en fait un atout pédagogique. C'est grâce aux classes multiniveaux que les écoles primaires rurales ont de meilleurs résultats que les écoles primaires moyennes en France. Donc je suis pour des écoles primaires rurales toniques. Nous devons les faire renaître. Nous sommes en train de nous en donner les moyens. Et là où nous avons un petit point de désaccord, bien moins important que notre point d'accord, c'est que je pense qu'il ne faut pas tenir de discours de déploration au moment même où il y a un travail de renaissance. Nous devons être tous associés pour ce travail de renaissance. Nous nous en sommes donné les moyens, ce sont des choix budgétaires très importants. Si nous accentuons le désespoir dans la population par des discours qui ne correspondent pas à nos priorités, nous nous faisons du tort. Mais si nous travaillons ensemble à cette renaissance, nous y arriverons. Et en tout cas, c'est l'invitation que je vous fais. Je suis disponible pour tous les représentants, département par département, pour une stratégie de renaissance du monde rural. Merci à vous. Merci, monsieur le ministre. La parole est au président François Patriat pour le groupe La République En Marche. Vous avez la parole. Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, il est de beau ton dans nos questions d'actualité de faire part au gouvernement de sujets d'inquiétude, de drames, de difficultés dans notre pays. Moi, je voudrais poser une question au gouvernement sur un sujet d'actualité qui intéresse tous les Français. C'est celui aujourd'hui de la valeur travail et du redressement de notre économie. Ce matin, l'INSEE a publié les chiffres concernant le chômage et dit que, au cours... Chers collègues, vous me décomptez mon temps ? Chers collègues, je suis très heureux de voir que l'amélioration du chômage suscite des cris d'orfraie dans cet hémicycle et je salue ici l'engagement de tous les parlementaires qui participent au redressement de notre pays. Mais enfin, en publiant ce matin le fait qu'il y ait 205 000 chômeurs de moins dans notre pays, que le taux de chômage en France métropolitaine soit de 8,6, 8,9, tout territoire français confondu, montre que les efforts qu'ont menés les uns et les autres au cours de ces années ont porté leurs fruits. Et je voudrais poser ma question à la fois sans triomphalisme
avec objectivité, en disant qu'à la fois la croissance, à la fois des décisions prises antérieurement, mais surtout des décisions prises par ce gouvernement pour redonner la confiance, ont permis de créer un climat dans ce pays, un climat et une dynamique qui va dans le redressement. Je sais que les mesures de simplification, les mesures pour l'apprentissage, les mesures pour la formation, les mesures qui aujourd'hui permettent à la fois aux salariés et aux entreprises de trouver plus de liberté, de conduire le chemin. Alors ma question, ne vous excitez pas chers collègues, ma question au gouvernement est de dire, Monsieur le Premier ministre, pensez-vous que cette pente qui aujourd'hui s'accentue est un signe qui pourra se poursuivre? Et est-ce que les décisions futures du gouvernement, avec les 10 chantiers, mes chers collègues, que nous allons avoir à traiter et à voter ici, permettront cette embolie de se poursuivre? Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Et, s'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Patriat, je n'ai pas beaucoup de doutes que si les chiffres qui avaient été publiés ce matin n'avaient pas indiqué la diminution au cours du dernier trimestre du chômage à hauteur de 205 000 emplois, je n'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que tout le monde ici aurait pris les statistiques au sérieux et sur le fait que beaucoup en auraient tenu responsable le gouvernement. Reconnaissez-le, reconnaissez-le. Il se trouve, mesdames et messieurs les sénateurs, qu'en effet, ce matin, l'INSEE a publié les chiffres du chômage, les chiffres trimestriels, car vous avez peut-être remarqué, mesdames et messieurs les sénateurs, que le gouvernement a décidé de s'abstenir de commenter les chiffres mensuels, pour rester sur le commentaire et l'analyse des chiffres trimestriels qui sont faits par l'INSEE au sens du Bureau international du travail et qui sont plus robustes dans leur présentation et dans leur définition que les simples chiffres mensuels. Que montrent ces chiffres? Que le taux de chômage en France s'établit, au moment où nous parlons, à 8,9% de la population active. C'est son plus bas niveau depuis 2009. Est-ce que je m'en réjouis? Avant de vous répondre, je voudrais quand même vous dire à quoi correspondent 8,9% de la population active. C'est très exactement, mesdames et messieurs, 3 709 500 personnes qui sont au chômage en France. Le premier qui ose se réjouir doit être mis face à face avec ce chiffre. Il y a encore dans notre pays 3 700 000 chômeurs. Le chiffre s'améliore, tant mieux. Deuxième chiffre qui s'améliore, et c'est là aussi tant mieux, le taux d'emploi dans notre pays. C'est un indicateur important. Le taux d'emploi est en décembre de 65,7%. Il est supérieur à tous les autres chiffres en la matière depuis le début des années 80. Est-ce qu'on peut s'en réjouir? Oui, bien sûr. Est-ce que le travail est fini? Non, bien entendu. Mais je voudrais dire, mesdames et messieurs, que nous voulons en la matière non pas célébrer une victoire, une petite victoire, une victoire quand même. La victoire a toujours 1000 pairs. Nous voulons gagner une bataille et une guerre durablement. Nous voulons gagner la bataille contre le chômage de masse. Et pour remporter cette bataille durablement, nous devons attaquer le problème par tous les bouts. C'est ce que nous avons commencé à faire, sans renier rien de ce qui avait pu être fait auparavant, quels que soient les gouvernements, mais en essayant d'apporter des réponses durables, car il nous semble que le problème est depuis trop longtemps enraciné dans la réalité économique française. Cela veut dire, effectivement, comme nous l'avons fait, et je voudrais en remercier le Sénat, modifier le Code du travail lorsqu'il constitue quelque chose qui nous paraît de nature à freiner les embauches dans notre pays. Cela veut dire transformer la fiscalité quand la fiscalité nous paraît de nature à freiner les embauches dans notre pays. Cela veut dire transformer et améliorer, et ô combien améliorer, le système de formation pour que, depuis l'école primaire, le ministre de l'Éducation nationale en parlait, jusqu'à la formation professionnelle, en passant par le bac, par l'accès à l'enseignement supérieur et par l'apprentissage, nous puissions élever le niveau de compétence de nos concitoyens, car c'est par l'élévation du niveau de compétence que l'on peut réduire durablement le chômage. Tout le monde le sait, tout le monde se bat pour que ses propres enfants acquièrent le
le meilleur niveau de compétence possible, parce que tout le monde sait que c'est la meilleure sécurité contre le chômage. Nous voulons donc agir massivement dans tous les domaines pour que la France puisse enfin rejoindre l'ensemble des pays qui ont un taux de chômage largement inférieur à celui qui prévaut encore. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est maintenant à notre collègue Nathalie Delattre pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous parler de sa robe, de sa couleur brillante, de ses effluves parfumées, de ce patrimoine français, de cette culture de l'excellence. Je voudrais vous parler tout simplement du vin. Vous parlez de nous, les vignerons, de la terre que nous avons façonnée pendant des siècles pour en faire des terroirs de renom. De nous, chefs d'entreprise, qui créons des emplois malgré grêles et gels et qui faisons notre révolution environnementale, qu'elle soit bio ou HVE, car nous sommes avant tout des femmes et des hommes responsables. Le vin se boit avec modération mais extase et ne saurait être ramené à la seule dimension d'une boisson contenant de l'alcool. La profession ne saurait être pointée du doigt alors que nous sommes engagés depuis de nombreuses années sur une politique de consommation responsable. Le candidat Macron, un verre à la main, énonçait que la viticulture était une part vibrante de nos territoires. Et je rajouterai une part importante de notre économie, 10,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'export. En 2016, le 2e poste excédentaire de la balance commerciale française. Par courrier du 19 janvier dernier, le président de la République exprimait son souhait que les acteurs de santé, mais aussi les acteurs économiques que nous sommes, s'emparent du sujet afin de mener la révolution de la prévention. Pourtant, parallèlement à cet écrit, votre ministre de la Santé ne cesse de jeter l'opprobre sur nos têtes. Sa stratégie nationale de santé souhaite passer d'une politique de prévention des risques à une politique de prévention de toute consommation d'alcool. Mais la consommation de vin a déjà été divisée par 2 en 50 ans, sans régler pour autant le problème de l'alcoolisme. Cette voie n'est donc pas la bonne. Alors, monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Allez-vous reconnaître l'existence d'une consommation responsable ou souhaitez-vous suivre votre ministre de la Santé qui veut faire de la France le pays de la prohibition? Allez-vous nous précipiter dans un grand plan de licenciement et de démembrement ou allez-vous décider de nous associer à notre destin comme nous l'avons toujours fait et comme le président de la République s'y engage? Merci. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, permettez à un élu normand, donc élu d'une région où la production viticole est, il faut le reconnaître, moins importante que dans l'excellence des autres productions agricoles de la région, de vous répondre. Comme le Président de la République, comme vous, manifestement, comme des millions de Français, j'aime le vin. Ça n'a pas toujours été le cas, y compris parmi les grands élus de notre pays. Mais reconnaissez avec moi, Madame la sénatrice, que l'on peut, même sans goûter aux produits, reconnaître l'importance de ce qu'est le vin, la culture de la vigne, l'attachement des Français à ce produit dont nous pouvons sans conteste dire qu'il occupe une place particulière dans l'imaginaire et la culture française. Vous nous dites, Madame la sénatrice, que le gouvernement, par la voix de Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, serait engagé dans je ne sais quelle croisade contre le vin. Permettez-moi de vous dire, Madame la sénatrice, que votre propos, que j'entends, que je respecte, m'apparaît, pardon pour ce terme, outrancier. Et je le dis comme je le pense. Pourquoi? D'où tirez-vous, Madame la sénatrice, que ce gouvernement aurait pris des mesures défavorables aux viticulteurs et à la culture du vin en général, si je puis dire? Pas dans les négociations internationales que nous menons, qui sont menées en ce moment par la Commission européenne, et dont vous savez, Madame la sénatrice, même si peu de gens le disent,
qu'ils permettent des exportations plus aisées et des protections plus solides pour les producteurs français. J'observe, Madame la sénatrice, que souvent on dénonce ces négociations commerciales en oubliant, y compris ceux qui font démonstration d'amour et de défense de la profession viniviticole, que ces négociations ont souvent pour objet, ont souvent pour effet de permettre l'exportation accrue et dans de meilleures conditions des produits français. Avez-vous vu, Madame la sénatrice, que ce gouvernement ait modifié en quoi que ce soit la fiscalité applicable au vin? Il n'en est rien. Si vous pensez, Madame la sénatrice, qu'une ministre des Solidarités et de la Santé, qui toute sa vie professionnelle a été médecin, professeur d'hématologie, va dire publiquement que le vin ne comporte pas d'alcool et que l'alcool peut avoir un impact dans des questions de santé publique, si vous imaginez cela une seconde, c'est que vous ne comprenez pas, je le crains, ce que nous souhaitons faire. Respecter et développer une pratique modérée. Je crois que tout le monde ici accepte l'idée qu'il faille boire le vin avec modération. Alors, de grâce, non, non mais franchement, si vous considérez qu'il n'y a pas de sujet de santé publique, on peut en parler. C'est pas le vin. Eh bien nous, Madame la sénatrice, ce que je vous propose, c'est que nous allons regarder le problème en face et que nous allons à la fois respecter cette place particulière à laquelle nous sommes tous attachés du vin dans la culture et dans l'agriculture française, mais que nous n'allons pas faire semblant qu'il n'y aurait pas de problème de santé publique, parce qu'il y aurait quelque chose de profondément irresponsable à ne pas voir les deux faces de la même pièce. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Dominique Vatrin pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. 2 minutes, chacun respecte son temps. Madame la ministre de la Santé, vous n'ignorez pas le ras-le-bol des professionnels de santé qui s'expriment dans les luttes en cours et que les parlementaires communistes entendent aussi dans le cadre du Tour de France des hôpitaux et des EHPAD qu'ils viennent d'engager. Oui, notre système de soins se dégrade, et vite. Oui, le temps des rafistolages est révolu. Ce n'est pas non plus nous qui vous contredirons sur les exigences de prévention, ce qui pose aussi la question de la santé au travail que les gouvernements successifs ont mis à mal, ou la nécessité de réévaluer les formations médicales, mais encore faudrait-il donner aux universités les capacités d'accueil. Une réforme d'ensemble, oui, mais quelle réforme et avec quels moyens? Depuis 10 ans, ce sont au moins 7 milliards d'économies à marche forcée qui ont été imposés à l'hôpital public, au moins 1,4 milliard dans votre seul budget de la sécurité sociale pour 2018, plus 2,3% de progression, alors que les besoins sont estimés à plus 4,5%. Dans ces conditions, l'enveloppe annoncée de 100 millions d'euros en même temps qu'une nouvelle ponction sur les tarifs à l'activité est vécue comme une aumône, voire une insulte, par le monde médical et les personnels soignants, confrontés ou toujours faire plus avec toujours moins. Nous disons chiche à votre annonce de concertation. Nous ne manquons pas de propositions pour construire ou reconstruire un service public territorialisé et coordonné de santé avec tous les acteurs de santé élus concernés, plutôt que de déréguler le droit du travail à l'hôpital public ou mettre le privé sur le même plan que le public, comme vous l'annoncez. La finance n'a déjà que trop de place à l'hôpital public, déjà terriblement endetté par les politiques d'austérité. Madame la ministre, accepterez-vous de rencontrer les parlementaires communistes pour entendre, à l'issue de ce Tour de France et avant d'annoncer votre plan, les témoignages et propositions recueillies, notamment celle d'un plan d'urgence pour les hôpitaux? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Buzyn, pour 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Vatrin, d'abord, bien entendu, je vous rencontrerai. Bien entendu, car cette concertation, elle doit concerner évidemment tous les citoyens, les élus,
les professionnels, mais les élus de territoire sont les premiers concernés par les modifications aujourd'hui du système de santé et la difficulté d'accéder à des soins de qualité. Alors vous l'avez dit, la situation financière des hôpitaux s'est beaucoup dégradée. Elle devrait aujourd'hui friser le milliard de déficit consolidé en 2017. C'est donc un doublement par rapport à l'année précédente et c'est lié à une stagnation de l'activité des hôpitaux. La régulation de nos dépenses de santé aujourd'hui, qui est fondée sur l'activité des établissements de santé, ne permet pas d'amortir les diminutions d'activité et le virage ambulatoire. Il nous faut donc donner des leviers aujourd'hui aux établissements pour adapter leur rôle aux évolutions des besoins, notamment face à l'émergence des maladies chroniques, face aux besoins de prévention, face à la difficulté de trouver un médecin dans les EHPAD, par exemple. Pour cela, le Premier ministre l'a annoncé, nous avons décidé d'une transformation globale et cohérente de notre système de santé et nous débutons une concertation. Nous allons essayer de mieux articuler la médecine de ville et la médecine hospitalière avec des tarifications au parcours de soins, développer des organisations innovantes, incluant le médico-social. Vous l'avez dit, monsieur le sénateur, le temps des rafistolages est révolu. Nous lançons 5 chantiers de concertation sur les organisations territoriales, sur les ressources humaines, sur le numérique, sur la tarification, sur la pertinence des actes. Et tous les citoyens de ce pays seront amenés à donner leur avis sur une plateforme en ligne, en dehors évidemment des concertations territoriales que nous débutons à la fin du mois. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est maintenant notre collègue Jean-Luc Fichet pour le groupe socialiste et républicain. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la Ministre, vous avez rendu public ce mardi avec le Premier ministre vos ambitions en matière d'organisation des soins dans notre pays. Ce n'est pas nouveau, notre hôpital public souffre et nos concitoyens ont du mal à trouver une offre de soins cohérente. Depuis 2009, de nombreux dispositifs ont été mis en place. Pourtant, les médecins sont de plus en plus absents de nos territoires et la population est de plus en plus inquiète. Vous souhaitez une meilleure cohérence entre l'hôpital et la médecine générale dans l'objectif de placer le patient au cœur du dispositif de soins. Nous le souhaitons également. Mais nous ne voyons pas dans vos annonces ce qui pourrait permettre l'installation de médecins généralistes là où il en manque. L'État et les collectivités locales financent l'installation des médecins sans résultat probant. Aussi, nous semblerait-il judicieux de rendre public l'ensemble des financements locaux et nationaux en matière d'installation des médecins pour en mesurer l'impact. Êtes-vous prêt à faire ce bilan, Madame la Ministre? Par ailleurs, les groupements hospitaliers du territoire, les GHT, visent à mutualiser l'offre hospitalière sur un territoire donné. Or, on constate le plus souvent une stratégie d'offre de soins très concentrée sur le plus grand établissement hospitalier au détriment des plus petits. La réponse en la matière ne saurait être la télémédecine comme l'alpha et l'oméga de l'offre de soins dans les déserts médicaux. Sur ces 2 points, Madame la Ministre, quelles sont vos intentions? Je vous remercie. Pour vous répondre, cette fois-ci, la parole est à la ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez la parole. Monsieur le Président, merci Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Fichet, vous voyez, j'étais très pressée de répondre à votre question. La première, évidemment, nous sommes prêts à rendre public tous les financements incitatifs qui ont été proposés par les uns et par les autres. Nous sommes prêts évidemment à faire ce bilan, mais nous pensons, comme vous quelque part, que les mesures incitatives ne suffisent pas aujourd'hui face à la difficulté que rencontrent les territoires. Nous avons, avec le Premier ministre, dès le mois d'octobre, proposé un plan dédié à l'accessibilité aux soins qui mise sur 3 changements de paradigme. Le premier, c'est que un médecin n'a pas forcément besoin de s'installer dans un territoire, il faut donner à chaque territoire du temps médical. Et ce temps médical peut venir de l'hôpital, de d'autres professionnels de santé hospitaliers. Et chaque territoire doit trouver les leviers pour favoriser cette projection de temps médical sur un territoire sous-doté. Le deuxième changement de paradigme, ce sont les coopérations interprofessionnelles. C'est aussi un changement culturel. Toutes les maladies n'ont pas besoin systématiquement d'être suivies par un médecin.
Un patient qui souffre d'une hypertension artérielle aujourd'hui peut être suivi par une infirmière à condition que ces soins coordonnés s'inscrivent dans des coopérations régulées. Et c'est ce que font aujourd'hui la plupart des maisons de santé pluriprofessionnelles. Le troisième changement de paradigme, c'est la télémédecine. Bien sûr, ça n'est pas l'alpha et l'oméga, mais ça peut raccourcir des délais de prise en charge. L'autre changement de paradigme, c'est aussi le fait que nous faisons confiance aux territoires. Nous leur donnons 26 leviers d'action, 26 mesures qui leur permettent d'adapter leurs organisations territoriales avec beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de liberté aux besoins de chaque territoire. Nous dédions 400 millions d'euros dans le grand plan d'investissement à la création de maisons de santé pluriprofessionnelles dont nous souhaitons doubler le nombre d'ici la fin du quinquennat. Mais ça aussi, ça n'est pas l'alpha et l'oméga de la médecine de demain. Et donc, ces 26 mesures, elles sont à la disposition des territoires. Les ARS vont animer en région, dans chaque territoire, des réflexions avec les élus, les professionnels de santé, les citoyens, pour trouver la réponse la plus appropriée pour répondre aux besoins de santé de nos concitoyens. Je vous remercie. Monsieur Fichet. Je vous remercie, Madame la ministre, mais en fait, vous ne répondez pas réellement à ma question. Vous me dites que vous allez ajouter 400 millions, mais ça vient s'ajouter à tout ce qui existe déjà. Aujourd'hui, je pense que vous avez raison de dire que l'incitatif ne suffit plus, et je pense qu'il faudra se poser réellement la question du coercitif vis-à-vis des professionnels de santé, sinon nos territoires resteront dépourvus d'offres et de médecins généralistes. Merci. Merci. La parole est à notre collègue Jean-Marc Boyer pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Transports. Madame la ministre, un espoir a pu naître concernant les transports ferroviaires et le TGV lorsque vous affirmiez en novembre dernier au Sénat, concernant votre loi de programmation des infrastructures, je tiens à vous assurer que les enjeux d'aménagement du territoire seront bien pris en compte. Et le rapport Duron confirme au premier abord la priorité de réduire les inégalités territoriales en assurant de meilleurs accès pour les villes moyennes et les territoires ruraux. Et quelle déception de découvrir ensuite que nombre de projets de la loi sur le Grenelle de l'environnement sont balayés d'un revers de la main. Aussi, le grand centre Auvergne Massif Central, qui comprend 17 millions d'habitants, peut s'asseoir sur sa mobilité ferroviaire et son désenclavement. Et que dire de Clermont-Ferrand que ce rapport condamne à être la seule capitale régionale la plus éloignée de Paris en temps de transport ferroviaire. Avec mon collègue Rémi Pointreau, remarquable président de l'association TGV Grand Centre, Paris, Orléans, Clermont, Lyon. Nous partageons donc la même crainte de ne jamais voir la réalisation de ce TGV. D'où ma question, Madame la Ministre. Quelle est votre conception du maillage ferroviaire national et du désenclavement des territoires? Pour vous répondre, la parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports, pour 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Boyer, vous m'interrogez sur la prise en compte de la ligne à grande vitesse Paris-Orléans, Clermont-Ferrand-Lyon dans le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures. Moi, je voudrais tout d'abord saluer l'énorme travail qui a été réalisé par ce Conseil au cours des derniers mois, Conseil dont je rappelle qu'il associe des parlementaires de tous bords, et je salue à cet égard les présidents Moret, les sénateurs Cornu et Dagbert, des représentants des régions, des départements, des agglomérations et donc des experts. Ce travail était indispensable pour sortir de décennies de promesses non financées. Ce sont 36 milliards d'euros de lignes à grande vitesse qui ont été promis dans tout le pays. Ce sont des mises à niveau de routes nationales qui sont reportées, là encore, depuis des décennies de contrat de plan en contrat de plan. C'est l'entretien et la modernisation de notre réseau ferroviaire qui a été négligé au cours de ces dernières décennies. Et c'est pour s'attaquer à l'ensemble de ces impasses que le Conseil d'orientation des infrastructures propose une vision globale des infrastructures au service de l'ensemble des territoires, avec une priorité à l'entretien et à la modernisation des réseaux et au transport de la vie quotidienne. Et c'est une vision sincère qui met en évidence les coûts et donc les ressources qu'il nous faudra dégager. Et je note que c'est exactement la méthode préconisée par la Commission des finances de votre Assemblée dans son rapport de septembre 2016, Infrastructures de transport sélectionnées rigoureusement et financées durablement.
Nous allons donc étudier les différents scénarios présentés par le Conseil d'orientation des infrastructures. Et c'est in fine le Parlement qui aura à se prononcer sur la loi de programmation des infrastructures avec une vision globale, cohérente et sincère des projets que l'on peut réaliser. Je vous remercie. Merci. Monsieur Boyer. Merci Madame la Ministre, mais quand même, c'est quand même très inquiétant lorsque Monsieur Duron, la semaine dernière, a dit au Sénat « Il est mieux de phaser les infrastructures que de les repousser toujours plus loin et de ne jamais les faire ». Lors de la venue du Président de la République en Auvergne, il y a quelques semaines, les élus locaux de toute sensibilité, élus départementaux, régionaux, lui ont remis une motion affirmant la nécessité d'une ligne à grande vitesse. Aujourd'hui, nous doutons que cet appel soit entendu. Vous le savez, l'investissement dans les infrastructures de transport conditionne le développement et l'avenir de tous les territoires. Madame la Ministre, vous préparez une France à 2 vitesses, avec des trains à petite vitesse et en même temps des trains à grande vitesse, avec des voies express rapides et en même temps des campagnes condamnées aux 80 km/h, avec des territoires de premier de cordée et en même temps des territoires méprisés, avec une France en marche avant et en même temps une France en marche arrière. Merci. La parole est à notre collègue Denise Saint-Pé pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ce soir, près de 2000 Parisiens vont recenser anonymement les personnes de la capitale passant la nuit sans aucun abri à l'occasion de la nuit de solidarité. La vague de froid et les chutes de neige qui se sont abattues sur la France la semaine dernière ont multiplié les problèmes. Réseau ferroviaire et trafic aérien perturbés, routes impraticables, usagers immobilisés. Ces blocages, certes pénibles, ne doivent pas occulter la dure réalité vécue par les personnes sans abri, les plus impactées par ces conditions hivernales extrêmes. Ainsi, 32 départements ont activé le plan Grand Froid afin d'ouvrir de nouvelles places d'hébergement, renforcer les équipes du SAMU social, intensifier les maraudes et allonger les heures d'ouverture des accueils de jour et de nuit. Mais combien de personnes oubliées, seules, face au froid glacial de la rue? Combien de personnes non détectées par les maraudes? Combien de personnes obligées de retourner à la rue dès que la température les exclura du plan d'alerte? Nous ne connaissons pas ces chiffres, mais il en est un qui est insoutenable. Depuis le 1er janvier, 45 personnes sont décédées dans nos rues en France et nous comptions 403 morts en 2017. Si ces conditions climatiques exceptionnelles permettent des mesures exceptionnelles et la mise à l'abri de personnes supplémentaires, des réponses durables doivent être apportées. Héberger un sans-abri au coup par coup pour une nuit et le laisser regagner la rue le lendemain n'est pas une réponse, me semble-t-il, à la hauteur de la détresse de ces personnes en grande difficulté. Alors, Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires, quelles mesures le gouvernement compte-t-il prendre pour faire du logement un levier de réinsertion des personnes en difficulté? Dans quelle mesure le lancement du plan quinquennal pour le logement d'abord va-t-il permettre d'honorer la promesse du chef de l'État formulée l'été dernier, je le cite, « Je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus ». Je vous remercie. Pour vous répondre, le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Saint-Pé. Le sujet que vous abordez est un sujet grave. Il s'agit de drames quotidiens que nous connaissons dans ce pays, comme malheureusement pratiquement aussi dans tous les pays dits développés, à l'exception peut-être de quelques pays nordiques. Le gouvernement a pris à bras-le-corps cette problématique, comme d'autres l'ont fait avant. Et nous avons essayé, depuis ces quelques mois, en enclenchant la période hivernale dès le 1er novembre et la période grand froid que nous avons activée il y a une dizaine de jours, ce sont 37 départements qui sont dans la période grand froid. Face à cette difficulté, deux réponses. Une réponse immédiate
c'est d'ouvrir davantage de places. Nous l'avons fait en mettant à disposition 10 000 places de plus que l'année dernière, c'est-à-dire plus qu'il n'y en a jamais eu. Ce qui ne doit pas être pour nous tous une satisfaction, c'est la constatation, malheureusement, de graves difficultés dans ce pays par rapport à la solitude et à la misère. C'est la première réponse, c'est une réponse efficace, même si on peut considérer toujours qu'elle est insuffisante. Deuxième réponse, le logement d'abord. C'est de lancer le plan logement d'abord qui permet de faire passer de l'hébergement d'urgence à un logement pérenne. Et c'est le projet que nous lançons en collaboration avec les collectivités locales, puisque nous avons reçu plusieurs dizaines de demandes d'intercommunalités pour travailler avec nous là-dessus, pour ouvrir au cours de ce quinquennat, et nous commençons en 2018, 10 000 places de pensions de famille supplémentaires, 40 000 places d'intermédiation locative, car c'est comme cela que nous pourrons avancer tous ensemble. Et puis je rappelle que la collectivité nationale met déjà 2 milliards d'euros sur cette question de l'hébergement d'urgence. Certes, on peut toujours faire plus. Sachez en tout cas que nous travaillons au quotidien parce que c'est vraiment un drame humain qui nous regarde tous. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à notre collègue Dominique Théophile pour le groupe La République En Marche. Vous avez la parole pour 2 minutes, que chacun respecte son temps. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Santé. Madame la Ministre, le gouvernement a annoncé récemment une refonte audacieuse et globale ayant pour objectif d'optimiser l'offre de soins et de mieux financer les établissements dans notre pays. Depuis plusieurs années, le CHU de Pointe-à-Pitre est confronté à des difficultés financières qui entravent son bon fonctionnement. Vous-même aviez mis en place un plan ambitieux d'accompagnement dont l'objectif était d'améliorer la qualité, la sécurité et la prise en charge des patients. Mais aujourd'hui, Madame la Ministre, la situation s'est aggravée suite à l'incendie qui a frappé l'établissement de Pointe-à-Pitre le 28 novembre dernier. En effet, ce sinistre implique non seulement la remise en état des locaux, mais également une stratégie pour préserver les effectifs des médecins. Soit dit en passant, 50% des urgentistes sont sur le point de quitter le CHU. Cela s'ajoute aux difficultés classiques de recrutement de spécialistes et ne favorise pas la bonne prise en charge des patients, ce qui entraîne un taux de fuite important. De ce fait, le plan annoncé apparaît aujourd'hui insuffisant. Il doit donc être adopté pour répondre à l'urgence de la situation. Par ailleurs, il est important, pour garantir un niveau de trésorerie constant qui assurait la fluidité des approvisionnements en médicaments et autres fournitures, de mensualiser le versement des aides. Cette action contribuerait au bon fonctionnement du CHU de Guadeloupe. Madame la Ministre, vous connaissez mon engagement dans le domaine de la santé, ma préoccupation constante concernant l'amélioration de l'état de l'offre de soins dans nos territoires. Ma question est donc la suivante. Sans attendre l'application de la nouvelle réforme concernant le financement des hôpitaux et face à cette situation inédite, quelles mesures financières complémentaires comptez-vous mettre en œuvre pour solidifier la trésorerie du CHU de Pointe-à-Pitre et procéder aux réparations et acquisitions d'équipements nécessaires? Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Dominique Théophile, vous avez raison, l'accident qui a touché la Guadeloupe, le CHU, cet incendie du 28 novembre, a été dramatique. Heureusement sans drame humain. Il a énormément fragilisé l'offre de soins de la Guadeloupe et vous le savez, j'ai pris ce sujet à bras-le-corps, je me suis rendue sur place 48 heures après. Je tiens d'ailleurs à souligner l'extrême sang-froid des professionnels de ce CHU qui ont évacué la quasi-totalité du CHU sans blessés, à la présidente de la CME, Madame Suzy Duflot, qui opérait pendant que la fumée envahissait son bloc opératoire, au directeur, Monsieur Thépeau, qui met tout en œuvre pour remettre en état ce CHU. Nous avons fait livrer, vous le savez, un hôpital de campagne, un hôpital militaire, mais il faut évidemment que les finances soient au rendez-vous et nous sommes là, nous y travaillons. J'ai décidé d'allouer au CHU de la Guadeloupe 69 millions d'aides exceptionnelles en 2017, soit 20 millions d'euros supplémentaires que le montant déjà perçu en 2016, qui était déjà à un niveau très exceptionnel.
Ces 20 millions d'euros supplémentaires permettront d'acquérir sans délai les équipements et prestations de travaux nécessaires à la remise en état et notamment l'achat ou la location de blocs opératoires. Par ailleurs, je suis en mesure de vous confirmer que tout comme en 2017, les aides en trésorerie continueront d'être mensualisées en 2018. Enfin, je souhaite que les Guadeloupéens retrouvent rapidement une offre de santé à la hauteur de leurs besoins et l'activité normale du CHU. Et donc, je souhaite que ce CHU soit remis en état en attendant la livraison du nouvel hôpital en 2022. Vous savez que les marchés publics ont été lancés. Il s'agit d'un investissement massif de l'État pour 580 millions d'euros. Le nouveau CHU sera livré en 2020. Vous pouvez compter sur mon entière détermination pour la santé des Guadeloupéens. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Gisèle Jourda pour le groupe socialiste et républicain. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. J'y associe mes collègues Henri Cabanel et Franck Montaugé, ainsi que les sénateurs issus de tous les bancs qui vous ont maintes fois sollicité sur le zonage des zones défavorisées. Oui, nous vous avons alerté et relayé auprès de vous, de vos services, les inquiétudes de nos agriculteurs. Qu'en est-il aujourd'hui ? Car c'est bien aujourd'hui que vous arrêtez la carte définitive des nouvelles zones pour la transmettre à Bruxelles le 1er mars. Cela veut-il dire qu'il nous reste 14 jours pour vous convaincre ou convaincre le président de la République? Alors, Monsieur le ministre, éclairez notre lanterne. Qu'avez-vous mis dans cette carte? Quel est son périmètre? Quels critères avez-vous retenus? Pouvez-vous nous les exposer? Vous dites avoir travaillé avec concertation, équilibre et clarté. Tellement de concertation, d'équilibre et de clarté que les agriculteurs touchés et les élus concernés ont manifesté et manifestent encore sur nos routes, autoroutes et au cœur des départements aussi divers: Côte, Gers, Ariège, Haute-Garonne, Haute-Pyrénées, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Loiret, Aveyron, Val-de-Loire, Deux-Sèvres et j'en passe. Avez-vous tenu compte de leurs revendications et de la réalité de ces situations sur ces territoires défavorisés? Chez moi, dans l'Aude, en Occitanie, les agriculteurs de la Piège et du Razès, exclus du zonage alors qu'ils y étaient, se sont vus refuser par les services de l'État la transmission de l'étude de l'INRA et ses critères sélectifs. 24 communes, 55 exploitations touchées. Est-ce normal? Face à ces inquiétudes et angoisses croissantes, dites-nous, Monsieur le ministre, combien de communes ont été réintégrées dans le périmètre et comment vous comptez accompagner dans la durée les agriculteurs de celles qui ne l'auront pas été, car il en va de leur survie et de la pérennité de leur activité. Pour vous répondre, la parole est à Christophe Castaner. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Jourda. Vous avez raison, vous nous avez alertés. Mais peut-être auriez pu, plutôt que de nous alerter, faire le travail. Parce que le zonage sur lequel nous travaillons, Madame la sénatrice, a 40 ans. Parce que depuis 15 ans, la Cour européenne des comptes a demandé à la France de revoir ce zonage. Et parce qu'au fond, la couardise permet toujours de laisser à d'autres la responsabilité de mettre en œuvre les injonctions. C'est ce gouvernement qui, Madame la sénatrice, la met en œuvre. Mais Madame la sénatrice, je ne doute pas de votre volonté et de votre conscience, que je partage, sur celles et ceux qui, exploitants agricoles, sortiront du bénéfice des ZDS et de l'ICHN. Je suis un élu des Alpes de Haute-Provence et je sais l'importance dans la ruralité, dans la montagne, de l'ICHN. Mais Madame la sénatrice, quand je regarde la carte de France telle qu'a été présentée à l'ensemble de la profession, je constate que 3 555 communes nettes vont rentrer dans le bénéfice du nouveau zonage. Quand je regarde votre département, et j'ai apprécié la méthode de Jean-Michel Blanquer et je vais la faire mienne, quand je regarde votre département, Madame la sénatrice, je m'aperçois qu'aujourd'hui, à peu près une centaine de communes sont bénéficiaires de ce classement-là. Demain, ce seront 100 de plus. Et je ne doute pas, Madame la sénatrice, que non seulement vous alliez retourner voir les agriculteurs sur ce territoire pour dire que
l'amélioration de la situation, vous la devez non pas à votre intervention à l'instant présent, mais à Stéphane Travert, et peut-être même que le courage politique pourrait nous amener à aller les voir et leur dire voilà pourquoi, depuis des années, nous n'avons pas eu le courage de refaire cette cartographie et que 100 nouvelles communes en bénéficient aujourd'hui dans votre département. La parole est maintenant à notre collègue Jérôme Bascher pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie. Le Président de la République avait annoncé une réforme des retraites par points. Nous n'avons vu dès janvier que des points de CSG supplémentaires. Je cite le Président toujours en mai dernier. Aux plus aisés des retraités, je demanderai un effort. La retraite moyenne est de 1 376 €, soit 100 € de moins que le SMIC. Vous prenez directement 300 € de plus chaque année dans les poches de 2/3 des retraités. Est-ce cela les plus aisés, ceux qui ont travaillé toute leur vie pour un salaire modeste, ceux qui ont connu des carrières incomplètes liées au chômage de masse? Ce nouveau renoncement n'est hélas que l'illustration de vos ratés technocratiques en matière de pouvoir d'achat. La neutralité fiscale annoncée s'est muée en simple neutralité sur le paquet de cigarettes, mais toujours avec des taxes supplémentaires. Elle s'est muée en hausse des carburants d'aujourd'hui et de demain pour le banlieusard, toujours obligé de prendre sa voiture pour aller travailler, ou pour le provincial, qui est obligé de la prendre tout simplement pour vivre. Et je ne parle pas du nombre et du montant des amendes de stationnement qui explosent. Toutes ces classes moyennes, oubliées, voire inconnues du gouvernement, souffrent d'un pouvoir d'achat fortement entamé en ce début d'année, menaçant la croissance enfin retrouvée. À cette triste réalité humaine s'ajoutent les annonces de l'INSEE sur la baisse générale du pouvoir d'achat qu'un de vos collègues s'est permis de dénoncer toute honte bue. Alors, Monsieur le ministre, ma question est simple. Pour corriger radicalement les erreurs qui découlent du tropisme par trop technocratique et parisien du gouvernement, quelles mesures allez-vous prendre dès ce printemps pour un partage enfin juste des fruits de la croissance? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, Monsieur Dussopt. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Bascher, votre question est intéressante puisqu'elle porte sur la question du pouvoir d'achat et de la manière dont nos concitoyens peuvent vivre aujourd'hui et envisager de construire leur avenir. Vous avez cité la question de la CSG. La CSG a été augmentée, il est vrai, et elle a été compensée pour l'ensemble des salariés du secteur privé par une diminution de 3,15 des cotisations chômage et maladie, ce qui se traduit par une augmentation du pouvoir d'achat qui sera amplifié avec la deuxième vague de baisse des cotisations au mois d'octobre et qui sera aussi amplifiée dans la même période avec la mise en œuvre du dégrèvement de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Cette CSG a été augmentée pour les fonctionnaires et nous avons veillé à ce que cette augmentation soit totalement neutralisée. Elle est neutralisée d'abord parce que nous avons prévu une indemnité compensatoire dont les modalités ont été fixées par un décret du 31 décembre. Elle a été prévue aussi parce que nous avons fait en sorte que les employeurs publics aient les moyens de compenser cette augmentation de CSG par l'inscription de 290,5 millions d'euros de crédits dans le budget de l'État et par la diminution de la cotisation employeur maladie de 11,5 à 9,78% pour les autres employeurs. Et elle a été augmentée, il est vrai, pour les retraités, avec une particularité, c'est que cela s'applique uniquement à partir d'un revenu fiscal de référence supérieur à 14 404 € pour une personne seule, ce qui correspond à une pension mensuelle nette de 1 394 € pour une personne seule de plus de 65 ans et de 1 289 € pour une personne retraitée de moins de 65 ans. Pour les 2/3 des retraités, la mesure sera neutre parce que d'abord il y a exonération pour une partie d'entre eux et par ailleurs le montant moyen de dégrèvement de la taxe d'habitation permettra de neutraliser cet aspect. Monsieur le sénateur, permettez-moi de vous dire que les fruits de la croissance sont partagés équitablement. Ils le sont et ils continueront à l'être et les Français le savent et ils savent que le projet présidentiel s'appliquera progressivement à leur avantage. Permettez-moi aussi de vous rappeler que ce que nous mettons en œuvre là est bien différent de ce qui était prévu par d'autres, avec l'augmentation annoncée de 2 points de la TVA, ce qui aurait correspondu, si cela avait été mis en œuvre par votre famille politique, à un accroissement de la fiscalité de 13 milliards d'euros.
La parole est maintenant à notre collègue Marta de Cidrac pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, la misère existe dans notre pays, des femmes et des hommes vivent dans la rue et depuis le début de l'année, plusieurs SDF sont morts à Paris. Nous devons tous lutter contre cette réalité, c'est une question d'humanité. Lorsque j'entends Monsieur Julien de Normandie, secrétaire d'État, déclarer que le nombre de personnes isolées dormant dans la rue en Île-de-France correspond à une cinquantaine, je m'indigne et je l'invite à aller à leur rencontre. Dans une interview récente, Louis Gallois, président de la Fédération des acteurs de la solidarité, révèle que les préfets excluraient de leur comptage des personnes sans abri les célibataires et ceux qui vivent sous une tente. Sans doute, les préfets se sentent-ils liés par la promesse du président de la République disant qu'il n'y aura plus personne dans la rue à la fin de l'année 2017. Nous sommes en 2018 et hélas, cette promesse non plus n'est pas tenue. Pensez-vous, Monsieur le Premier ministre, comme Julien de Normandie, qu'il n'y a que 50 personnes qui dorment dans la rue en Île-de-France? Pensez-vous, Monsieur le Premier ministre, comme le député de votre majorité, Sylvain Maillard, que l'immense majorité des SDF passe la nuit dehors par choix? Pensez-vous, Monsieur le Premier ministre, que le Président de la République, emporté par sa communication, a tenu sa promesse? Monsieur le Premier ministre, ne pensez-vous pas que nous sommes face à 3 fake news? Pour vous répondre, la parole est à Jacques Mézard. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice de Cidrac, je crois que face à des situations qui sont, je l'ai dit tout à l'heure, des situations de drame, de la misère, de la solitude, cette polémique sur les chiffres est tout à fait déplorable. Elle est déplorable. Je ne me suis jamais engagé sur cette question de chiffres. Je sais que nous partageons tous ici et ailleurs, au gouvernement, à l'Assemblée nationale, dans nos collectivités, le même objectif. C'est qu'il y ait le moins possible de nos concitoyens dans la rue, le moins possible de sans-abri. D'autres l'ont fait sous tous les gouvernements. Et je dis que cette polémique, elle est déplorable, car quand vous dites que nous donnerions des ordres à des préfets pour cacher la vérité, jamais nous ne ferons ça. Jamais, parce que nous respectons les préfets dans ce pays, qui font le maximum. Nous sommes chaque semaine, avec le secrétaire d'État Julien de Normandie, en conférence avec eux, avec les 13 préfets de région, pas pour leur dire de changer les chiffres, pour leur dire l'attention du gouvernement, pour leur dire la nécessité de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'enfants, qu'il n'y ait plus de familles dans la rue. Et effectivement, il y a eu des résultats positifs par rapport à ça, mais il y a encore beaucoup trop d'hommes et de femmes dans ce pays qui sont sans abri et encore dans la rue. Alors que l'on fasse de ce sujet et de phrases qui peuvent être échangées dans des matinales des sujets de polémique, je vous le dis en face, c'est détestable. Madame de Cidrac. De grâce, Monsieur le ministre, attelez-vous vraiment au vrai sujet et au travail de fond et cessons de polémiquer là-dessus. Et ensemble, faisons mentir Bertolt Brecht qui disait « Si les puissants de la terre sont capables de provoquer la misère, ils sont incapables d'en supporter la vie. » Nous comptons sur vous tout de même. Merci. Nos prochaines séances de questions d'actualité auront lieu mardi. Merci, Monsieur le Premier ministre. Mesdames et Messieurs les ministres, la séance est suspendue. Elle sera reprise à 16h20 pour l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants. Au gouvernement que vous avez pu suivre en direct sur l'antenne de Public Sénat. On va retrouver Saveria Rojek depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Saveria, vous avez suivi cette séance pour nous. Quels en ont été les temps forts? Eh bien Delphine, tout d'abord, le taux de chômage. Le taux de chômage au plus bas, on le sait depuis 2009, grâce aux efforts portés par les uns et les autres. C'est la formule très diplomate employée par François Patria. Une question qui a fait
beaucoup s'agiter bruyamment, fortement, tous les rangs de l'hémicycle à gauche comme à droite. Nous voulons gagner une bataille, une guerre durable contre le chômage de masse, a martelé le Premier ministre Édouard Philippe. Et puis autre sujet, la situation dans les hôpitaux, avec la question de Dominique Vatrin pour le groupe communiste. Il faut un plan d'urgence pour les hôpitaux, alors que le gouvernement, bien sûr, a dévoilé cette semaine sa grande réforme du secteur hospitalier. Le temps des rafistolages est révolu, a répondu Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Puis enfin, la situation des sans-abri, alors que 32 départements ont activé le plan Grand Froid. Il est un chiffre qui est insoutenable. 45 personnes sont mortes dans la rue en France depuis le 1er janvier, a expliqué la sénatrice centriste Denise Saint-Pé. Le gouvernement a pris à bras-le-corps ce problème, lui a répondu Jacques Mézard, le ministre de la cohésion des territoires. Et puis bien sûr, sur la question du nombre de sans-abri, du nombre de personnes dans la rue, Jacques Mézard a qualifié cette polémique à l'instant une polémique déplorable. Voilà Delphine pour cette séance de questions d'actualité. Merci à vous, Saveria, pour toutes ces précisions. On continue le débat sur ce plateau avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir Christine Lavarde. Bonjour. Vous êtes sénatrice LR des Hauts-de-Seine, membre de la Commission des Finances. Face à vous, Rémi Féraud. Bonjour, sénateur socialiste de Paris, également membre de cette même Commission des Finances. Je voudrais vous entendre sur l'actualité économique. Christine Lavarde, on a vu aujourd'hui ce net recul du taux de chômage qui passe sous les 9% à fin 2017. C'est là son plus bas niveau depuis 2019. Vous dites bravo le gouvernement de François Hollande aussi. C'est aussi à mettre bien sûr le compte de l'actuel gouvernement. Alors je dirais finalement bravo ni à l'un ni à l'autre, parce que cette baisse du chômage, elle s'accompagne d'une amélioration globale de la conjoncture économique. Et finalement, moi ce que j'ai envie de dire, c'est prenons justement ce retour de la croissance pour accentuer nos efforts et profitons-en pour diminuer les dépenses publiques. C'est ce que la Cour des comptes a appelé le gouvernement à faire lorsqu'il a remis son rapport public annuel il y a moins d'une semaine. Ouais, Rémi Féraud, c'est vrai que cette décrue entamée depuis 2016, ça profite aussi de cette croissance, de ce regain de croissance. C'est quand même aussi à mettre sur le compte de l'ancien quinquennat, celui de François Hollande. Bien sûr, même si ces résultats arrivent tard, politiquement, et moi-même trouvé que dans le dernier quinquennat, François Hollande n'expliquait pas assez ce qu'il faisait et l'objectif ne le montrait pas suffisamment. Je regrette que cela arrive trop tard politiquement. Par contre, je m'en réjouis, bien sûr, que le chômage diminue aujourd'hui. Je pense qu'il faut aussi rester prudent. Parce que le gouvernement a choisi, c'est un peu du marketing d'ailleurs, de ne plus faire de résultats mensuels, mais résultats trimestriels. Ces résultats trimestriels peuvent eux-mêmes aussi être fluctuants. Et donc, il faut voir les choses davantage dans la durée. Ceci dit, la reprise de l'emploi dans le secteur privé en 2017, il n'y a pas de miracle. C'est bien le fruit d'une amélioration de la conjoncture. Et cette amélioration de la conjoncture, elle a aussi été permise par la politique menée par François Hollande. Le CICE, le pacte de responsabilité portent aussi leurs fruits. Les entreprises ont pu à nouveau investir, embaucher. Il faut s'en réjouir, mais que fait le gouvernement aujourd'hui ? Alors, on va y venir, Rémi Féraud, mais vous le savez, c'est le principe aussi de cette émission. On va retourner à la salle des conférences, puisque Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, est au micro de Tam Tra Nuit. Agnès Buzyn, vous avez eu à répondre aux inquiétudes des sénateurs sur les déserts médicaux hier et encore aujourd'hui. Vous estimez qu'il ne faut pas de mesures coercitives, car aujourd'hui, en France, il y a bien des zones sous-dotées, mais il n'y en a pas de surdotées. C'est pourquoi il faut absolument revoir le numerus clausus, selon vous ? Alors, le numerus clausus a un effet différé, puisqu'il faut entre 10 et 15 ans pour former un médecin. Donc aujourd'hui, il y a un débat sur le numerus clausus, parce que nous avons besoin de réfléchir à la façon dont nous sélectionnons les étudiants, à ne pas désespérer des générations d'étudiants, mais on voit des étudiants français qui vont faire leurs études à l'étranger et qui reviennent exercer en France. Exactement, mais ça ne sera pas évidemment la solution pour lutter contre les déserts médicaux aujourd'hui. Nous devons trouver des solutions d'organisation différentes sur les territoires, parce que nous allons manquer de médecins. Un partage du temps médical, partage du temps médical, que des médecins en zone surdotée aillent donner du temps dans les territoires en difficulté, partage de tâches entre les professionnels de santé. Beaucoup de professionnels de santé aujourd'hui partent
participe au maillage territorial et on peut se coordonner et se répartir la tâche entre professionnels pour suivre des maladies chroniques par exemple, pour faire des vaccinations, ce qui dégage du temps pour les médecins généralistes. Justement, au niveau vaccination, il y a eu ce cas d'un décès d'une femme par la rougeole cette semaine. Vous lancez un grand plan de rattrapage national. Que faut-il faire pour les Français? Alors, ça n'est pas proprement parler un plan, mais j'alerte sur le fait, et je l'alerte, vous le savez, depuis maintenant plusieurs mois, sur le fait que la couverture vaccinale en France est insuffisante, qu'on a laissé des générations entières d'enfants ne pas être vaccinés, qu'il y a eu un relâchement des pouvoirs publics face à la politique vaccinale, raison pour laquelle j'ai été obligée de rendre les vaccins obligatoires. Et aujourd'hui, cette génération-là, qui n'a pas été vaccinée ou insuffisamment, eh bien, elle peut subir une épidémie de rougeole comme celle que nous avons aujourd'hui dans au moins 3 villes, hein, Bordeaux, Poitiers, Lille. Et je demande aux familles qui ont des enfants de rattraper et surtout de faire cet effort de rattrapage du vaccin contre la rougeole pour protéger leurs enfants. Autre sujet qui a beaucoup inquiété les sénateurs depuis plusieurs semaines, Lactalis, sur lequel ils travaillent déjà depuis plusieurs semaines. Il y a eu des révélations. On a appris que des grands distributeurs avaient remis dans les rayons des boîtes contaminées ramenées par des consommateurs. On l'a appris cette semaine. Le directeur général de l'alimentation a également dit qu'il n'avait pas eu les résultats des autocontrôles de Lactalis. Cela montre l'ampleur du scandale. Alors aujourd'hui, là, vous me parlez de fraude. On est face franchement à des comportements délictueux, c'est-à-dire remettre des produits qui doivent être retirés de la vente. Eux parlent de négligence, eux disent que ça a été fait par mégarde. Mais c'est sous la totale responsabilité aujourd'hui des distributeurs qui auront à en rendre compte. Et l'État sera évidemment... aux côtés de la justice, s'il y a lieu, parce que ce n'est pas de la responsabilité de l'État aujourd'hui que de retirer chaque boîte de lait dans chaque rayon. Et donc il faut bien voir ce que chacun a à faire. Le ministère de la Santé a donné l'alerte en moins de 24 heures. La direction de l'alimentation et de la répression des fraudes ont demandé plusieurs fois à Lactalis de retirer les produits ainsi qu'à la grande distribution, aux pharmaciens. Et ensuite, chacun doit se sentir en responsabilité. C'est un enjeu de santé publique majeur pour des enfants. Donc c'est de la fraude grave. Une toute dernière question. Oui. Alain Milon s'en prend lui vraiment aux pharmaciens. Il dit que ce sont tout de même des professionnels de santé, ceux qui ont fauté, alors que ce sont des gens en qui on a confiance pour notre santé. Quelques pharmacies, effectivement, n'ont pas retiré les lots. C'est leur totale responsabilité. La présidente du Conseil de l'Ordre des pharmaciens a dit qu'elle allait vraiment se prendre des sanctions disciplinaires face à ces pharmaciens qui ne font pas leur métier. Merci beaucoup Agnès Buzyn d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Retour en plateau, Christine Lavarde. On évoque les enjeux économiques avec ces annonces aussi du gouvernement concernant la réduction de la dette. On a entendu Bruno Le Maire, justement, qui va s'appuyer sur son plan CAP 22, sur la réforme de la fonction publique. Il dit que ça sera un levier puissant pour réduire, justement, sur le long terme, cette dette publique. Est-ce que vous le soutenez dans cette démarche ? Alors déjà sur la baisse de la dette, tout ça est quand même conditionné à une non-remontée des taux, puisqu'on sait très bien qu'il y a une sensibilité très forte quand même de la dette française à l'évolution des taux. Donc on va dire à cadre constant, effectivement, l'objectif après, si on veut diminuer la dette, c'est de diminuer la dépense publique. Et donc l'objectif qui a été assigné au comité Action publique 2022, dont je suis membre au titre du Sénat, est effectivement d'obtenir plusieurs milliards d'économies. Si l'objectif est louable, je ne suis pas sûre qu'on a donné les moyens au comité de pouvoir y parvenir, parce qu'on nous demande dans un temps très court. On a commencé nos travaux mi-octobre, c'était la conférence de presse d'installation. Donc on a vraiment commencé à travailler au mois de novembre. Et on doit rendre notre rapport là pour le courant du mois de mars pour qu'il y ait une... Est-ce que vous soutenez cette direction que prend le gouvernement, justement de baisser le nombre de fonctionnaires ? On avait entendu Olivier Dussopt la semaine dernière dans l'hémicycle parler d'une opportunité finalement pour les fonctionnaires de saisir ce plan de départ volontaire. Alors ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas en 2018 qu'on va baisser le nombre de fonctionnaires, puisque quand on regarde l'ensemble des créations et suppressions de postes qui ont été actés dans le cadre de la loi de finances pour 2018, on a moins de 500. Donc 2018, on va dire, est une année blanche pour l'évolution du nombre de fonctionnaires. Après, effectivement, au-delà de se poser la question du nombre de fonctionnaires, c'est aussi de se poser la question, est-ce que toute personne qui accomplit des missions
au service du public doit forcément avoir le statut de fonctionnaire. Et je pense qu'au-delà il y a d'une part le nombre de personnes pour effectuer les tâches, et là, on pourrait en discuter sur l'évolution des technologies. Peut-être que la numérisation va permettre de remplir certaines missions de manière plus efficiente, même si je pense qu'il sera quand même toujours nécessaire de garder des personnes physiques pour aider les personnes les plus éloignées du monde du numérique. Donc ça, c'est une première question, le nombre. Et après, il y a aussi le statut. Est-ce qu'on a besoin que toute personne qui effectue une mission de service public soit fonctionnaire? Et je pense que c'est un peu là une des questions qui a été soulevée. Est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires en France, Rémi Féraud? Non, je ne le pense pas. Et je ne partage pas l'objectif du gouvernement. Là où je partage un élément avec Mme Lavarde, c'est que le gouvernement ne se donne par ailleurs pas les moyens de mettre en œuvre les objectifs qu'il s'est lui-même fixés. Qu'il y a beaucoup d'ailleurs de marketing, y compris dans le plan de départ volontaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui existe depuis déjà au moins 2008. En effet, la possibilité. Voilà. Il y a déjà la possibilité. Ce plan existe de manière générale. J'ai vraiment l'impression qu'il s'agit d'un slogan qui masque d'autres intentions, et notamment d'une forme de précarisation dans l'ensemble de la fonction publique, où il y a déjà pas loin de 20% des agents fonction publique qui ne sont pas fonctionnaires, qui sont contractuels. Par ailleurs, y a-t-il trop d'enseignants alors qu'on veut dédoubler les classes de CP et de CE1 dans les zones difficiles? Y a-t-il trop d'infirmières, de personnel dans les hôpitaux? Est-ce qu'il y a trop de policiers alors que nous sommes tous convaincus qu'il faut augmenter leur nombre? De même pour les militaires dans nos armées. Ou alors est-ce que c'est dans les collectivités locales? Je crains d'ailleurs que l'ensemble des économies que veut faire le gouvernement, à la fin, n'arrivant pas à les faire lui-même, il veuille les faire, encore une fois, reposer sur les collectivités locales qui ont des missions et souvent en ont de plus en plus parce que l'État se décharge d'un certain nombre de missions supplémentaires régulièrement sur les collectivités locales, en particulier les communes. Avant de poursuivre ce débat, on va retourner à la salle des conférences avec vous, Tam Tranui. Nouvelle réaction à votre micro, la sénatrice socialiste Hélène Conway-Mouret. Oui, Hélène Conway-Mouret, je vous interrogeais sur le service national universel. Alors, c'est une belle initiative qui avait été annoncée par Emmanuel Macron dès sa campagne, mais il y a un grand flou sur le mode de réalisation pour l'instant. Oui, et je crois que le flou perdure parce que la seule chose dont nous sommes sûrs aujourd'hui, c'est que le président de la République est absolument déterminé, coûte que coûte. Et coûte que coûte, c'est le coût aussi de l'opération. Oui, on s'interroge sur la soutenabilité financière d'une telle opération. Il n'y a pas de petites économies aujourd'hui qui ne soient faites. 5 € pour les APL, quelques dizaines d'euros sur des retraites de 700 €. Et pourtant, et 120 000 aussi fonctionnaires, postes que l'on va supprimer, un service public exempt. Et en même temps, on annonce une mesure qui va coûter très cher. On avait annoncé 3 milliards pour un mois. Maintenant, on est passé à 3 mois, voire 6 mois. Est-ce qu'on va multiplier par 3 ou 6 le coût de l'exercice? Donc ça sera 6 milliards, 9 milliards. Qui va payer cette addition-là? Et surtout, moi, la question principale, c'est qu'on ne sait pas à quoi cela va servir. Est-ce que c'est un service militaire? Quel doit être l'objectif pour que cela ait du sens? Pour que cela ait du sens, il y a une partie civique, bien sûr, qui est importante. Créer un lien social. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de jeunes en décrochage, qu'on a besoin de remettre les valeurs républicaines et de leur donner un sens. Mais pour cela, il faut un endroit où les jeunes puissent débattre, puissent échanger. Moi, je ne suis pas certaine que cela se fasse dans le cadre d'un service militaire obligatoire, où on oblige les jeunes à passer du temps ensemble sur des programmes qui ne seront pas forcément des programmes où ils débattront, où on leur parlera de la République, on leur apprendra certainement un grand nombre de choses, de nouvelles compétences peut-être, et ça sera très bien. Mais en tout cas, je pense que tout cela n'a pas été réfléchi. Il y a une volonté du président de la République, c'était une promesse électorale. Aujourd'hui, il est élu, mais il devrait quand même s'appuyer à la fois sur les ministères pour être sûr qu'il est suivi par les administrations et surtout par ses ministres. Merci beaucoup Hélène Conway-Mouret pour votre réaction. Merci à vous Tam. C'est une bonne initiative et un bel engagement de la part du chef de l'État de vouloir bien rendre obligatoire et universel ce service national, Christine Lavarde. Alors je pense que non, c'est plutôt une erreur. Enfin bon, déjà comme l'a très bien dit la sénatrice, il y a une vraie question qui est celle du financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, financer un tel programme, que ce soit 3 mois, 6 mois, ça coûte plusieurs milliards. Donc argent qui ne figure ni dans le triennal 2018-2020. Donc voilà, déjà la question du financement est un préalable. Et ensuite,
ça pose une question, la question de l'utilité. C'est pareil. Il va quand même y avoir, déjà ça va créer des difficultés entre les gens qui sont bien insérés, qui ont un cursus scolaire. Donc on va les interrompre pendant 3-6 mois. Donc il faudrait repenser toute l'organisation. Et puis de toute façon, si quelqu'un aujourd'hui veut s'engager, que ce soit civiquement ou militairement pour une période courte, on peut le faire. Il existe le service civique, il existe la préparation militaire. Donc voilà, si un jeune a envie de s'engager pour une durée courte, il peut le faire. Donc voilà, il y a de vraies questions sur ce programme qui est un effet d'annonce. Oui, votre réaction, les jeunes n'ont pas besoin justement de ce contact avec l'armée, la défense pour s'engager. Il y a déjà des dispositifs existants, nous dit Christine Lavarde. Mais je partage l'avis de Christine Lavarde. D'ailleurs, on est en train de gâcher une bonne idée et l'envie d'engagement des jeunes. On est en train de le gâcher en le rendant obligatoire. Et puis par ailleurs, cela a un coût qui est absolument astronomique. Je vois un peu comme une fuite en avant dans les annonces d'Emmanuel Macron pour remplir à tout prix une promesse électorale. Franchement, c'est 3 ou 4 milliards d'euros. Est-ce qu'on n'a pas mieux à faire avec que de rendre obligatoire un service civique qui va devenir impopulaire alors que c'est une belle idée qui doit permettre de favoriser l'engagement de la jeunesse. Mais s'il s'agit par des biais détournés de rétablir le service militaire obligatoire que moi-même j'ai fait partie des derniers qui l'ont fait, ça correspond à une autre époque. Je pense que c'est une mauvaise idée qui engage une bonne. C'est vraiment dommage. J'espère que le gouvernement saura être raisonnable. Alors, on va retourner salle des conférences pour une dernière réaction au micro de Tam Trani avec le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, alors que le gouvernement a justement dévoilé hier sa réforme du baccalauréat. Jean-Michel Blanquer, vous vous êtes entretenu tout à l'heure avec Gérard Larcher. Qu'est-il ressorti de cet entretien ? Nous avons parlé des réformes en cours de l'éducation nationale, puisqu'il est bien naturel d'échanger avec le président du Sénat sur ces grands changements. Et notamment, nous avons parlé évidemment du baccalauréat, puisque j'ai présenté hier en Conseil des ministres... Il y a des points d'accord entre la droite et le gouvernement sur ce sujet, comme sur l'enseignement supérieur. D'ailleurs, je pense à un grand nombre de sénateurs de gauche et de droite, ainsi que le gouvernement, puisqu'il s'agit de réformes d'intérêt général, pour lequel il y a eu la recherche de solutions depuis de nombreuses années, aussi bien de la part de la gauche que de la droite. Donc il est important de faire un travail d'explication, de façon à ce que les mises en œuvre qui vont avoir lieu durant les mois et même les années futures pour cette évolution du baccalauréat et du lycée se fassent en bonne intelligence avec la représentation nationale. En revanche, vous avez été très fortement attaqué cet après-midi sur la fermeture des classes en zone rurale. Qu'est-ce que vous répondez aux inquiétudes de la gauche comme de la droite sur ce sujet ? Je réponds que nous avons créé des postes à l'école primaire cette année et que donc ceci nous permet non seulement de créer des nouvelles classes en CP et en CE1 pour dédoubler les classes de CP et de CE1. Certains estiment que c'est la raison pour laquelle cela a vidé les classes des zones rurales. J'entends cet argument, mais il n'est pas exact. D'ailleurs, pour chacun des 2 sénateurs qui m'ont interpellé, que ce soit de Seine-et-Marne ou d'Indre-et-Loire, j'ai pu donner l'exemple du département concerné, montrer qu'il y avait des créations de postes, alors même qu'il y avait moins d'élèves l'année prochaine. Donc je suis en mesure d'affirmer que dans chaque département rural de France, le taux d'encadrement s'améliore, plus de professeurs pour les élèves. Il y a bien entendu des classes qui ferment. Il y a toujours eu des classes qui ferment, mais ce sera toujours vrai dans le futur. Je fais une grande... Mais il y a aussi des classes qui ouvrent. Et donc, il n'est pas toujours très honnête de lister les classes qui ferment sans mentionner les classes qui ouvrent. Je suis extrêmement engagé dans la renaissance du monde rural. Nous avons une stratégie pour cela, qui se traduit par des contrats ruraux de département que nous concluons avec chaque département de France et qui permettent d'avoir une stratégie qualitative pour faire renaître le monde rural grâce à l'école et même au collège. Nous allons aussi avoir bientôt un plan internat pour aller dans ce sens. Donc il y a une vraie stratégie pour le rural et ça ne sert à rien aujourd'hui d'essayer de monter les uns contre les autres, le rural contre l'urbain, alors même que les dédoublements de CP ont lieu aussi parfois en monde rural parce qu'il y a des REP dans le monde rural. Ça ne sert à rien de décrire la réalité comme si elle était épouvantable quand elle ne l'est pas, au moment même où il y a justement une vraie stratégie de renouveau du rural. Bien sûr, il reste des problèmes. Je suis particulièrement attentif à chaque fois qu'il y a une fermeture d'école. Désormais, il ne doit y avoir une fermeture d'école quand il y a un relatif consensus local sur l'intérêt que ça présente, parce qu'on fait un regroupement quelques kilomètres plus loin qui paraît pertinent à tout le monde. Donc il faut être pragmatique et voir chaque chose au cas par cas. Cela peut arriver, mais je peux vous garantir qu'il y a une attention extrême à ce sujet, de tous les cadres de l'éducation nationale à qui je l'ai demandé, qu'il y a une stratégie qualitative et qu'en plus nous nous en sommes donné les moyens quantitatifs. Je le redis, à la rentrée prochaine, chaque département rural de France aura, par rapport à cette année,
plus de professeurs par élève. Juste votre commentaire sur le fait que Le Point parle de vous comme du vice-président et que l'on parle de vous comme de la pièce maîtresse du gouvernement. Vous avez bien achevé votre vie politique. Mais c'est pas moi qui fais les titres des journaux, vous savez, ils choisissent les titres qu'ils veulent. Maintenant, c'est bien qu'il y ait aujourd'hui beaucoup de commentaires, voilà, qu'il y ait des commentaires sur le baccalauréat et sur les évolutions nécessaires de l'éducation nationale. C'est évidemment ça qui est important. Et je pense qu'en effet, il faut associer tous les Français, toutes les Françaises à ces grands enjeux. Ce sont des enjeux de rassemblement national pour faire évoluer notre pays dans le bon sens. Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, Tam. Ce soir, à la mairie de Paris, je voudrais qu'on termine avec ce point. Organise la nuit de la solidarité. C'est un des comptes anonymes des personnes vivant en situation d'exclusion dans la rue. On a vu ces derniers temps cette polémique autour des chiffres. Le gouvernement a été interpellé sur cette question. Comment avez-vous réagi, Christine Lavarde ? Mais je pense que, enfin certes, il faut compter les personnes qui dorment dans la rue pour en avoir une idée fiable. Mais dans le même temps, il faudrait aussi donner les moyens peut-être aux collectivités de pouvoir accueillir ces personnes. Et comme le disait très bien tout à l'heure Rémi Féraud, aujourd'hui l'État se désengage de plus en plus, donne un certain nombre de compétences nouvelles aux collectivités sans en donner les moyens financiers. Et pour ce qui concerne notamment l'hébergement d'urgence ou les foyers à vocation sociale, il est quand même aberrant de penser que l'ensemble de ces lieux de vie ne sont pas comptés au titre du logement social, parce qu'on n'a pas coché la bonne case au bon moment. On a entendu Julien de Normandie parler d'une 50aine de personnes. C'est une réelle méconnaissance de la réalité des personnes en situation d'exclusion. Je pense que c'était plus du déni. Je n'imagine pas qu'ils puissent le croire. Peut-être une maladresse dans la formulation. Un député de Paris, Monsieur Maillard, qui lui disait que si les sans-abri restaient à la rue, c'était volontairement. Nous n'avons pas, avec Anne Hidalgo, avec Dominique Versini, organisé cette nuit de la solidarité dans un but polémique, mais dans l'objectif de pouvoir avoir une vraie photographie de la réalité, une vraie connaissance de cette réalité, que ça implique tous les acteurs. Et d'ailleurs, l'État est impliqué dans la nuit de la solidarité avec toutes les grandes associations pour pouvoir ensuite agir ensemble. Ça nécessite que l'État s'engage, ça nécessite aussi que toutes les collectivités sur tout le territoire de la métropole, mais aussi de la France, mettent à disposition les moyens d'hébergement avec l'État, parce qu'il y a de l'égoïsme dans certaines communes. Effectivement, pour l'hébergement d'urgence. Merci à Rémi Féraud, merci à vous Christine Lavarde. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, on va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat et à bientôt. Amendement, débat, vote, en séance, dans un instant. Les visiteurs du soir, c'est quoi? C'est une rencontre entre une personnalité du monde politique et une personnalité du monde de la culture. Je me suis jamais dit féministe jusqu'à il y a très peu de temps. Votre définition de la culture, à vous, ce serait quoi? C'est une corde de rappel permanente. Ils écoutent, ils dialoguent avec au cœur de leurs échanges, non pas de la politique, mais de l'art. Les visiteurs du soir, présentés par Nathalie Kuman. Demain à 19h30. À propos, qu'est-ce qu'on fait du gosse là pendant les vacances? Les colonies de vacances, c'est pas fait pour les caniches. Je suis camarade de classe d'Antoine, je vais voir s'il va mieux. Mieux? Pourquoi? Parce qu'il a manqué hier toute la journée. On s'expliquera tous les deux ce soir à la maison. Oh mais dis donc, t'es mal pisse douanelle, toi, j'ai pas la bien lu. Qu'est-ce que tu vas faire? De toute façon, après ce coup-là, je peux plus vivre avec mes parents. Il faut que je disparaisse, tu comprends? Il faut que je vive ma vie.